Et le président Obama va s'exprimer dans une poignée de secondes. Le voilà, on écoute tout de suite Barack Obama, président des États-Unis. Les derniers jours, des pilotes américains et des équipes américaines ont fait preuve de courage et de compétence dans le ciel de l'Irak. Les forces américaines ont procédé à des tirs ciblés pour empêcher les djihadistes d'avancer vers la ville et pour protéger nos diplomates américains et notre personnel militaire. Jusqu'à maintenant, ces frappes ont permis de détruire des armes et des équipements qui auraient pu être utilisés contre nous. Les forces irakiennes sur place continuent de défendre la ville et les gouvernements américains et irakiens continuent de travailler ensemble et de mener cette lutte. Deuxièmement, un effort humanitaire continue d'aider les hommes, les femmes et les enfants qui sont coincés sur le mont Sinjar. Les forces américaines, jusqu'à maintenant, ont mené 2 largages qui ont été réussis pour envoyer de l'eau et des vivres à ces gens qui en ont besoin. Nous avons également positionné nos hommes autour de la montagne pour aider les forces qui sont présentes à sauver les gens qui sont coincés sur place. Au fur et à mesure que nous faisons face à cette situation, dans les médias, nous allons également déployer une stratégie plus large en Irak. Nous allons protéger nos citoyens américains en Irak, que ce s'agisse de diplomates, de civils ou de militaires. Si ces terroristes menacent nos sites ou notre personnel, eh bien nous prendrons les mesures pour protéger notre population, nos ressortissants. Nous allons continuer à fournir des conseils et une aide militaire au gouvernement irakien au fur et à mesure de leur bataille et pour éviter qu'ils ne puissent s'installer, ces terroristes, sur place. Nous allons convoquer ou parler à la communauté internationale pour travailler ensemble. Nous nous concentrons évidemment sur le fait qu'il faut éviter toutes sortes de génocide. Les Irakiens sont en difficulté, nous devons leur prêter main forte. Ce matin, j'ai parlé à M. Cameron et à M. Hollande du Royaume-Uni et de France, et les 2 leaders ont fait preuve d'un soutien fort dans notre action et nous ont dit qu'ils allaient apporter leur assistance humanitaire et militaire pour nous aider. Là encore, les États-Unis sont très fiers de pouvoir compter sur leurs alliés. Plus largement, les Nations unies en Irak travaillent pour répondre aux besoins de ceux qui sont sur place. Le Conseil de sécurité des Nations unies a demandé à la communauté internationale de faire tout son possible pour apporter des vivres, de l'eau aux personnes concernées et nous continuons à travailler à l'échelle internationale dans le cadre de cet effort humanitaire. Enfin, nous continuons à demander aux Irakiens de bien vouloir se rassembler et de former un gouvernement inclusif dont l'Irak a tant besoin. Le vice-président Biden a parlé aux leaders irakiens et nos équipes à Bagdad sont en contact étroit avec les autorités irakiennes. Toutes les communautés irakiennes sont menacées par ces terroristes barbares et toutes les communautés irakiennes doivent être unies pour défendre leur pays. Nous nous concentrons sur cette situation dans le nord, concernant les Kurdes et certaines minorités, mais les sunnites et les chiites ont également été directement concernés. Un gouvernement inclusif, une fois qu'il aura été mis en place, eh bien, je suis certain qu'il permettra de mobiliser tous les Irakiens contre l'État islamique et de mobiliser un soutien plus large auprès de nos amis et de nos alliés. Seuls les Irakiens peuvent garantir la sécurité et la stabilité de l'Irak. Les États-Unis ne peuvent pas le faire pour eux, mais nous serons des partenaires, nous les aiderons à atteindre cet objectif. Enfin, au fur et à mesure de nos travaux, nous allons continuer à consulter le Congrès et à consulter nos alliés, nos amis, et nous allons continuer à faire preuve de gratitude à l'endroit des militaires, hommes et femmes, qui servent leur pays. Ils ont fait preuve de disponibilité dès lors qu'on les a appelés. Ils ont mené leur mission avec précision, comme toujours. Ils font preuve de compassion, d'honneur pour sauver des citoyens, la vie d'hommes et de femmes qu'ils n'ont jamais rencontrés. Voilà pourquoi nous sommes fiers d'être Américains. Voilà, je vais prendre quelques questions. Pendant combien de temps vont continuer ces frappes? Est-ce que l'objectif, c'est de détruire l'État islamique ou de l'endiguer? Alors écoutez, je ne peux pas vous donner de calendrier précis parce que je le disais tout à l'heure,
Dès lors qu'il y a menace contre les personnels américains, où que ce soit, c'est ma responsabilité en tant que commandant des forces armées de veiller à leur protection. Alors, nous n'allons pas partir dès à présent, nous n'allons pas arrêter de manière abrupte. Étant donné la difficulté de l'environnement qui est le nôtre, nous allons faire preuve de vigilance, nous allons veiller à ce que la sécurité de nos ressortissants soit garantie. Notre principal objectif, c'est de veiller non seulement à ce que les Américains soient protégés, mais également à faire face à cette situation humanitaire à Sinjar. Nous sommes certains que nous pouvons éviter l'État islamique de prendre cette montagne et de massacrer les gens qui s'y trouvent. Mais l'étape suivante, qui sera compliquée d'un point de vue logistique, est de savoir comment avoir un passage certain pour ces gens, comment garantir, si vous voulez, la sortie de ces gens, comment les faire quitter la montagne en toute sécurité. Voilà la coordination dont nous avons besoin au niveau international. J'ai été très heureux, en effet, d'avoir la coopération du Premier ministre Kamrod et du président Hollande, qui ont bien voulu répondre à des besoins immédiats, des largages, un certain nombre d'actifs, de matériel logistique dont on a besoin. Nos experts collaborent avec les Nations Unies, avec nos alliés, nos partenaires, et nous allons pouvoir ainsi créer un corridor de sécurité ou un autre mécanisme qui permettra à ces personnes de pouvoir quitter ce territoire. Évidemment, il est très difficile de savoir combien de gens sont coincés sur place. Plusieurs milliers, évidemment, ça ne sera pas une tâche aisée, étant donné donc cet environnement de sécurité auquel nous sommes confrontés. Ensuite, pour ce qui est du calendrier, un mot quand même. Je dirais que le calendrier qui compte le plus pour l'instant, c'est la formation et la finalisation du gouvernement irakien. Parce que, en l'absence de gouvernement irakien, je pense qu'il sera très difficile d'avoir un effort unifié des Irakiens contre l'État islamique. Alors on pourra mener des frappes aériennes, mais au final, il n'y aura pas de solution américaine militaire à ce problème. Il faudra trouver une solution irakienne avec l'implication et le soutien des États-Unis et d'autres alliés. Et cela ne sera possible que lorsque l'on aura un gouvernement irakien légitime. Alors à l'heure actuelle, on a un président, on a un président du Parlement, mais on n'a pas de Premier ministre ni cabinet formé et qui permettrait d'avancer et qui permettrait ensuite de tendre la main aux autres groupes, aux autres factions, communautés du pays pour rendre la confiance aux sunnites, pour dire que l'État islamique n'est pas seul et qu'il y a les forces de sécurité irakiennes qui sont présentes sur le terrain, qui fonctionnent, qui sont capables et qui doivent savoir pourquoi, contre qui elles se battent. Il faut donc une structure claire, une base solide pour cette coopération entre la région kurde et Bagdad. Voilà, nous allons donc promouvoir et encourager au maximum les Encouragiens à faire cela, mais d'ici là, il sera difficile d'avoir cette unité qui nous permettra justement non seulement d'être sur la défensive, mais également de rester sur l'offensive. Que ce soit en Afghanistan ou en Irak, la guerre a une issue incertaine. Alors comment être certain de ne pas entrer dans une nouvelle guerre? Est-ce que vous ne savez pas sous-estimer le pouvoir de l'État islamique? Ensuite, par rapport à vos partenaires internationaux, en termes d'efforts humanitaires, là, les choses sont claires, vous en avez parlé, mais en termes d'action militaire maintenant, est-ce qu'il y a d'autres pays qui seraient prêts à vous suivre? Tout d'abord, ce qui est clair, c'est que nous n'avons pas envoyé de troupes de combat en Irak. Non. Nous allons nous tenir à cela parce que nous avons tiré les enseignements d'une incursion en Irak qui a été particulièrement coûteuse du point de vue humain. Les frappes sont suffisamment efficaces pour maintenir un couvercle sur les choses et sur la situation, pour protéger nos ressources, notre personnel, etc. Mais tout cela ne pourra perdurer que si la population du pays arrive
à trouver un compromis politique, une solution politique dont le pays a besoin. Et donc, il me semble que ce serait une grave erreur pour nous que de penser que nous pouvons simplement nous lancer sur place, calmer les choses, repartir à zéro, sans changement profond dans les attitudes et les comportements sur place. Voilà pourquoi il est aussi important d'avoir un gouvernement irakien qui soit prêt à prendre, à assumer ses responsabilités. Un partenaire qui aurait des alliances dans la région. Et une fois que ce gouvernement sera en place, eh bien, il me semble que nous serons l'un des nombreux pays qui pourra travailler vers un règlement de cette crise créée donc par l'État islamique. L'autre question, c'était, oui, est-ce qu'on les a sous-estimés? Alors, je crois qu'il ne fait aucun doute que leur avancée, leur mouvement au cours de ces derniers mois a été plus rapide que ne le pensaient les services de renseignement et que l'on ne s'y attendait au niveau des dirigeants politiques en Irak et ailleurs. Alors c'est en partie parce que nous n'avons pas bien apprécié dans quelle mesure les forces de sécurité irakiennes, dès lors qu'elles sont loin de Bagdad, n'ont pas forcément les incitations suffisantes à faire face à un adversaire aussi agressif. Donc c'est une raison de plus pour laquelle la formation du gouvernement irakien est aussi importante, parce qu'il faut reconstruire les choses, il faut qu'il y ait une compréhension, il faut comprendre pourquoi, contre qui se battent les forces de sécurité irakiennes, à qui elles rendent compte. Et donc, on l'a vu, et ce sera le cas encore à l'avenir, ces territoires qui sont contrôlés par l'État islamique sont confrontés à des comportements barbares, à des massacres. Et donc, face à cette situation, pour garantir que la population sunnite rejette ce type d'incursion, eh bien, il faut que les sunnites aient confiance dans un gouvernement national plus large, ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle. Donc, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'au cours de ces derniers mois, nous nous en sommes rendus compte. Il y a un certain nombre de faiblesses qui sont apparues au grand jour au sein du gouvernement irakien, mais ce dont on s'est rendu compte parallèlement, c'est le fait qu'il fallait qu'un certain nombre d'Irakiens s'étaient réveillés et s'étaient rendu compte qu'il fallait changer les choses, changer la donne pour que le pays soit plus soudé. Et donc, ce changement d'attitude, ce réveil, va permettre d'améliorer les efforts de sécurité auxquels nous pouvons prêter main forte, évidemment, et c'est ce qui fera la différence à terme. Pensez-vous que le gouvernement irakien pourra, à terme, être formé? Mais vous venez de nous parler des difficultés, du fait que l'État islamique était particulièrement avancé, développé, donc est-ce que ces ambitions dont vous parlez en termes de formation de gouvernement pourraient prendre des années, non pas des mois? Eh bien, vous savez, moi je ne parle pas de semaines. Je ne sais pas si c'est ça que vous voulez dire, mais en tout cas, je ne pense pas que ça va se faire du jour au lendemain. Évidemment, il faudra du temps. Il faudra mettre en place une offensive pour qu'ensuite on puisse opérer, y compris dans les zones sunnites. Le gouvernement puisse fonctionner. Il faudra avoir une stratégie claire. Il conviendra de la définir le moment venu. Tout cela dépendra évidemment d'un gouvernement dans lequel auront confiance le peuple et l'armée irakienne. Ce que nous pouvons faire actuellement, c'est préserver un espace pour que les choses soient faites, si difficiles soient-elles. Et à terme, il me semble qu'il y a un certain nombre de pays sunnites dans la région
qui se sont inquiétés ou n'avaient pas vraiment confiance dans le gouvernement irakien pourraient peut-être tendre la main et lutter contre l'État islamique. Et ça pourrait être très utile. Mais bon, c'est quelque chose qui prendra du temps, évidemment. Pourquoi je dis ça ? Eh bien, parce qu'une minorité de la population sunnite en Irak, ainsi qu'une majorité de la population sunnite en Syrie, se rend compte qu'elle n'est pas satisfaite, elle est aliénée face aux différents gouvernements en place. Et voilà pourquoi ces djihadistes et ces extrémistes peuvent fonctionner. C'est leur terreau. Et il faut renforcer la gouvernance dans ces régions, il faut renforcer la légitimité pour ceux qui gouvernent dans ces régions. Évidemment, cela prendra du temps. Il y a un certain nombre de difficultés à court terme. Dans un premier temps, il faut veiller à ce que l'État islamique ne s'engage pas ou ne se lance pas dans ou ne lance pas des mesures qui pourraient gripper le pays de manière définitive. Il faut donc y veiller. Mon équipe était vigilante, même avant que l'État islamique arrive à Mossoul, pour que les combattants étrangers qui se réunissent en Irak et qui auraient pu lancer des attaques en dehors de la région contre des cibles occidentales ou américaines ne le fassent pas. Donc il y a un élément de terrorisme, si vous voulez, qui compte, dont on tient compte, auquel on est préparé, et ça depuis un certain temps déjà. Et puis, parallèlement, je dirais qu'il y a un élément militaire pour protéger notre population. Mais la campagne à long terme, qui vise à changer cet environnement, pour que les millions de sunnites qui vivent dans cette région se sentent servis par leur gouvernement national, eh bien ça, c'est quelque chose qui prendra du temps. Et c'est précisément ce que les États-Unis ne peuvent pas faire. Seul le peuple irakien peut le faire. Nous pouvons aider, conseiller, mais on ne peut pas le faire pour eux. Et l'armée américaine ne peut pas le faire pour eux. Et donc j'en reviens à la question précédente par rapport à l'implication de l'armée américaine. La nature même de ce problème ne saurait être réglée par l'armée américaine. Nous pouvons aider, notre armée peut jouer un rôle éminemment important pour renforcer ou pour aider notre partenaire irakien qui avance et qui cherche à garantir l'unité des pays, mais nous ne pourrons pas le faire pour eux. Dernière question. Est-ce que vous allez devoir demander des fonds supplémentaires au Congrès pour mener ces actions? Eh bien, je dirais qu'actuellement, nous fonctionnons dans le cadre des contraintes budgétaires qui sont les nôtres, et nous allons devoir donc évaluer les choses, revoir les choses dans le temps. Nous avons déjà un certain nombre d'actifs dans la région. Nous avions anticipé les choses lorsque nous avions élaboré nos budgets. Eh bien, nous savions qu'il fallait tenir compte d'un certain nombre d'aléas. Et à l'heure actuelle, il me semble qu'il n'y a pas de problème. Maintenant, le moment venu, et le cas échéant, si on a besoin de dollars supplémentaires pour protéger les sites et les ressortissants américains, eh bien, à ce moment-là, nous formulerons une demande au Congrès. Mais pour l'heure, ça n'est pas une difficulté. Dernière question. Est-ce que la situation qui a eu lieu en Afghanistan ne pourrait pas se reproduire? Mais vous savez, ce qui est intéressant, c'est que cette question revient constamment, comme si c'était ma décision à moi. Sous l'administration précédente, nous avions fait de ce pays un pays démocratique où il y avait eu des élections libres et un gouvernement qui avait été élu librement. Alors pour maintenir des troupes en Irak,
nous avions besoin de l'invitation du gouvernement irakien et nous avions besoin de garanties sur lesquelles nos biens et nos personnels ne seraient pas poursuivis ou persécutés. En cas de difficulté, pour veiller à ce que nos ressortissants ne soient pas jugés par les tribunaux irakiens. Et le gouvernement irakien, en fonction de ses propres considérations politiques, et en partie parce que les Irakiens étaient las de cette occupation américaine, avait refusé de nous apporter ces garanties. C'est pour ça que nous sommes partis. Nous avions proposé d'envoyer des troupes supplémentaires. Donc lorsque les gens disent « Est-ce que, Monsieur le Président, vous regrettez de ne pas avoir laissé davantage de troupes sur le terrain ?» Mais ça présuppose que moi, je n'aurais pas respecté... Ça veut dire que je n'aurais pas respecté la demande du gouvernement souverain sur place. Vous savez, on ne peut pas dire, écoutez, bon, vous êtes un gouvernement souverain indépendant, sauf que si moi, par contre, je décide de mon côté de garder 15, 20 000, 35 000 soldats sur votre pays, à ce moment-là, vous n'avez pas le choix, vous ne décidez pas. Non, ça n'est pas possible. Ce serait précisément contraire à tout ce que l'on aurait dit en expliquant justement qu'on voulait que ce soit les Irakiens qui décident. Donc c'est les Irakiens qui ont décidé. Et je ne suis pas le seul à être concerné. L'administration précédente était concernée également. Donc que les choses soient bien claires. Nous n'avons pas de troupes de suivi en Irak, tout simplement parce que les Irakiens, une majorité d'Irakiens ne voulaient pas, ne souhaitaient pas avoir de soldats américains sur place. Et politiquement, ils ne pouvaient pas accepter ou adopter le type de loi qui aurait permis de protéger nos soldats sur le territoire irakien. Cela étant dit, si le gouvernement irakien s'est comporté comme il l'a fait au cours de ces 5 ou 6 dernières années, c'est-à-dire qu'il n'a pas adopté de texte législatif qui aurait permis d'intégrer les sunnites et de leur donner de véritables droits, s'il n'a pas pu arrêter un certain nombre de djihadistes, s'il a aliéné un certain nombre de tribus ou de groupes sunnites, suite à l'éveil qui nous a permis de changer les choses en 2006. Eh bien, est-ce qu'on aurait toujours des troupes sur place? Le pays ne tiendrait pas debout non plus. La seule différence, c'est qu'on aurait davantage de troupes sur place. C'est vrai, mais elles seraient vulnérables. Et le nombre de soldats, quel que soit le nombre de soldats qu'on aurait sur place, il faudrait qu'on le renforce ensuite. Et il faudrait probablement qu'on réaugmente le nombre de soldats présents sur place pour que ces forces présentes donc, ne soient pas vulnérables. Donc toute cette analyse est fausse. Elle est erronée, n'est-ce pas? Mais bien souvent, ce sont des arguments qu'on entend ici et là, malheureusement. Tout simplement pour essayer de défendre des politiques précédentes qui n'étaient pas les bonnes. Pour ce qui est de l'Afghanistan, maintenant, eh bien, nous gardons quelques forces sur place. Et l'enseignement qu'on peut tirer de l'Afghanistan, ce n'est pas le fait qu'on a une troupe, des forces de suivi qui soient capables d'aider l'armée afghane. Je pense que le véritable enseignement, c'est que si une faction dans un pays, après une longue période de guerre civile, ne trouvent pas de solution politique en interne, s'ils prennent des positions maximalistes et si leur position consiste à dire « moi je veux absolument 100% de ce que je veux et l'autre partie n'aura absolument rien », alors les choses ne fonctionnent pas. La bonne nouvelle, c'est qu'en partie, grâce aux excellents travaux de John Kerry, entre autres, nous sommes en train de voir les deux candidats à la présidentielle se rapprocher et se mettre d'accord pour avancer sur l'audit à mener pour certifier un vainqueur à cette élection, mais également pour faire des compromis politiques qui sont nécessaires pour que la démocratie continue de vivre. C'est ça le véritable enseignement pour l'Afghanistan et que l'on peut appliquer donc à l'Irak. Si vous voulez que les choses fonctionnent, il y a différents groupes ethniques, différentes religions, différents horizons, différentes origines. Eh bien, il faut tenir compte de tout cela. Sinon, on retombe dans les vieux schémas de violence. Et quel que soit le nombre de soldats américains ou pas présents, eh bien, on se retrouve toujours dans la même situation. Voilà. Merci beaucoup.